toi, à ton niveau, on revient à toi, à ton expérience personnelle. Donc, tu termines, enfin, en tout cas, tu travailles sur les griffes de la Hammer et donc tu rencontres Michel Caen. Et bon, je présume que tu devais avoir tous les numéros de Minuit Fantastique chez toi déjà. Non. Même pas. Non, absolument pas. Bah non, parce que, en fait, Michel Caen, je le rencontre au moment où je travaille sur le mémoire qu'il va donner dans les griffes de la Hammer. Donc, on est en 2006-2007, quoi. Là, on est en 2004. À ce moment-là, d'accord, très bien. J'ai passé 2 ans à peu près. D'accord. Et de manière évidente, Midi Minuit Fantastique, c'était la pierre angulaire de l'histoire que je racontais. Enfin, en découvrant la revue en bibliothèque, parce que c'était très difficile de se la procurer autrement, parce que les numéros étaient hors de prix. C'était vraiment le numéro 1, c'était 100 €, le numéro 8, c'était 200 €. Donc, il existait quand même le numéro 8. Oui, on pouvait l'avoir. Que en bibliothèque. Voilà. Mais si tu voulais l'acheter, il y avait des gens. Oui, ou alors sur eBay ou des choses comme ça, mais c'était 200, Mais j'avais cru 300 comprendre, €, ça je fais une aparté, j'ai cru comprendre que le 8 était jamais sorti en fait. Ah si, il est sorti, mais il y a des problèmes de censure. Voilà, c'est ça. On en reviendra. On y reviendra. Alors, vas-y. Mais donc, je vois l'importance de Midi Minuit et je me dis, il faut absolument que je fasse une interview avec les rédacteurs en chef, les fondateurs de cette revue. D'accord. J'ai rencontré notamment Jean-Claude Romer, qui était le co-rédacteur en chef et qui m'a donné, à moins que ce soit Noël Simsolo, je ne sais plus, l'un ou l'autre m'ont donné les coordonnées. Noël Simsolo, c'est un personnage. Bien sûr. L'un ou l'autre m'ont donné les coordonnées de Michel Caen et je lui passe un coup de fil. Il me rappelle, on convient d'un rendez-vous, je me pointe à ce rendez-vous et là, personne ne répond, je tape à la porte, personne. Merde, bon, je rentre chez moi. J'avais traversé Paris pour venir le voir. Le coup du lapin magistral. Je l'appelle une deuxième fois, il me dit excusez-moi, j'étais finalement pas là, etc. Ah ouais. Ok, très bien. On recale un rendez-vous, je me repointe. Pareil, deuxième lapin. 4 lapins plus tard. Non, il t'a fait 4 fois la même chose. 4 lapins plus tard. En fait, il a voulu tester il a voulu tester ton. Voilà, je pense. Il y a de ça, et en même temps, Enfin, je vais t'expliquer après. La 5e fois était la bonne. Voilà, donc, toujours chez lui. Toujours chez lui. Il me reçoit un dimanche matin chez lui dans son salon. Il y avait des rideaux rouges de tirés, il y avait des lunettes de soleil. Il y a le numéro 1 de Midi Minuit posé sur la table. Et là, je découvre la mise en scène, une personnalité assez rock'n'roll. Et ce qu'il faut voir, c'est que Michel, je le découvre à ce moment-là, c'est pas simplement le rédacteur en chef de Midi Minuit. Michel Caen, ça a été vraiment un des grands hommes de presse en France, un homme de presse à l'américaine, ça a été le créateur de Midi Minuit, ça a été le seul rédacteur en chef mineur d'une revue interdite aux mineurs, c'est quand même ça l'histoire de Midi Minuit. Oui. Ça a été le créateur de la plus belle revue dédiée à la photo dans les années 70, Zoom, ça a été le créateur de Video News à un moment où la VHS n'est pas encore réellement à la mode, donc toujours précurseur, toujours un vrai pionnier, toujours un temps d'avance. Ça a été quelqu'un qui a été un ami très très proche de Fellini, quand Fellini débarquait à Paris, en général, c'était chez Michel Caen qu'il allait. Ça a été un pote de Godard, de René. Ça a été le compagnon de virée SM d'Alain Robbe-Grillet. Ça a été l'amant de Barbara Steele. Voilà, bref, une espèce de personnalité hors norme. Sauf que ça faisait depuis les années 90 que plus personne ne le voyait. Il ne sortait plus du tout, on ne le voyait plus dans les projections de presse, on ne le voyait plus dans les soirées de lancement de films, les avant-premières, etc. Bref, en fait, c'est quelqu'un qui à un moment donné, a eu des problèmes dans sa vie, ça c'est une chose, mais ne voulait plus quelque part être confronté à son propre passé. Et donc l'interview que moi je lui proposais, en même temps il avait envie de la faire, et en même temps je pense qu'il craignait ce retour sur Midi Minuit à ce moment-là. Voilà. Et finalement, il avait peut-être un peu peur que tu sois un peu le fossoyeur un peu de sa vie, dont il avait plus forcément envie d'en parler, quoi. Il y avait, en tout cas, il y avait peut-être quelque chose de douloureux dans le fait de revenir à son âge d'or, quelque part. Mais s'il a coupé les ponts comme ça, avec, on va dire, cette forme de représentation de soi-même, quoi, chez Reagan, est-ce que c'est une volonté de sa part, ou c'est tout simplement parce que les gens se sont détournés de lui, ne le connaissaient moins, c'était une génération? Non, c'est venu de lui, C'était une décision qui lui appartenait. D'accord. Et donc cette interview a eu lieu, ça s'est bien passé, parce que pour le coup, moi j'avais vraiment potassé le sujet comme pas possible, et donc il était un peu surpris finalement. Comme moi aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vas-y, et alors? Il a été surpris finalement de la tournure de la conversation, et puis je suis revenu 1 an après avec le mémoire qui était c'était 500 pages. Du coup, il se dit
tiens, bon, voilà. D'accord. Un an après, il me rappelle en me disant... Alors, je te coupe, mais ton interview, tu l'as faite en une fois ou vous vous êtes revus plusieurs fois? Une fois, c'était 1h30. D'accord. Et tu as eu suffisamment? Tu as eu ce que tu voulais? Oui, j'ai eu ce que je voulais. Donc tu le revois un an après? Enfin, tu le revois, je lui donne le mémoire un an après. Lui, un an après, me rappelle en me disant mais c'est vraiment très très bien. Et puis un an après, ça sort en bouquin. Et là, il est bluffé à ce moment-là. Quoi. Voilà, il est vraiment heureux de voir que... Parce que quelque part, c'était... Dans les griffes de la Hammer, c'est dur à dire, il y a deux héros quelque part. Il y a Terence Fisher, le cinéaste clé de la Hammer, parce que je voulais clairement contribuer à une forme de réhabilitation, parce que pour moi c'est un cinéaste majeur. Et puis il y avait l'autre héros, plus discret, mais c'était quelque part, c'était Michel Camp, Midi Minuit, et voilà.